Emmanuel Macron qui a donc présenté sa vision d'une écologie à la française tout en mettant en avant pas mal de mesures emblématiques. Bonjour Mathieu. Bonjour David. Mathieu Plane, directeur adjoint du département d'analyse et prévision de l'OFCE. On rappelle que le président nous l'a dit, il faut réduire de 55% les émissions nettes de gaz à effet de serre en 2030 par rapport à 1990. Il a dit qu'on a fait un bon bout du chemin. Moi, ce que je retiens, c'est qu'il faudra faire davantage en 7 ans que ce qu'on a fait en 35 ans. Oui. Voilà, pardon, ça montre la hauteur quand même de la marche. Oui, c'est une très très grande marche et qui va continuer en plus, hein, parce que là, on a des objectifs qui sont séquencés avec 2030 dans un premier temps et un horizon qui est d'arriver à zéro émission nette carbone en 2050, qui, je crois, a été avancé même de 5 ans, qui serait 2045. Ce qui montre que la marche est immense dans les 20 prochaines années. Donc c'est un changement complet de nos systèmes productifs, système de transport, de consommation. Donc c'est des enjeux très forts, tout en alliant une question qui est au fond essentielle, c'est d'abord la capacité à transformer les économies, tout en maintenant un niveau de vie, de la croissance, etc. quoi. Voilà, et on a bien senti que cette écologie à la française, j'aime bien l'expression, elle doit être, on l'a compris, accessible, elle doit être juste, je crois que ce sont même les mots du président. Elle doit protéger nos concitoyens. Il nous a dit qu'il faut laisser personne sans solution. Évidemment, quand on dit ça, personne ne peut être contre, enfin, de mon point de vue. Après, c'est un discours que moi j'ai trouvé positif, mais qui a un peu éludé le côté, il y a quand même des efforts à fournir. D'ailleurs, j'ai noté qu'il n'y avait pas d'obligation, pas de contrainte, pas d'interdiction. C'est peut-être là où le bas blesse, parce que, alors, je pense que les Français ont conscience qu'il y a des enjeux écologiques importants, hein, ça fait partie des préoccupations quand même, mais ça ne se veut pas une politique de contrainte en tout cas, mais plutôt d'incitation et de transformation. Mais c'est là ailleurs la question qui va se poser, c'est est-ce que c'est possible d'atteindre tous ces objectifs-là sans contrainte ? Sans contrainte sur nos modes de transport, sur la vitesse des transports par exemple, sur le fait de supprimer ou pas les chaudières au gaz, sur notre consommation alimentaire, il y a la question de la viande par exemple, tous ces éléments-là qui font partie de la sobriété, mais une forme de sobriété qui serait, on va dire, spontanée. La question c'est est-ce qu'on doit contraindre plus dans les comportements, pour l'instant, je pense qu'en fait, l'idée derrière, c'est d'avoir une acceptation sociale de l'écologie. On l'a compris. Mais effectivement, est-ce que la seule acceptation sociale écologique et donc politique est suffisante pour atteindre les objectifs ? Qui t'a demandé plus d'efforts à ceux qui consomment plus et donc qui polluent plus. Mais ça encore, c'était pas dans le débat hier. Hein. Non, c'est pas dans le débat. Et puis ça peut passer par la fiscalité aussi. Hein. On voit, le débat est très sensible sur cette question de la fiscalité, notamment écologique. On se souvient de ce qui s'est passé sur la taxe carbone, hein, avec les gilets jaunes. Là, aujourd'hui, par exemple, il y a toute la question de réduire ce qu'on appelle les niches fiscales brunes. Donc, c'est toutes les aides fiscales qui sont sur, sur des produits les plus polluants, donc que ce soit du pétrole, du gaz, etc. Mais sauf que, par exemple, sur le gazole non routier, bénéficie à des secteurs comme le transport, l'agriculture, les marins-pêcheurs. Donc, par exemple, supprimer des aides fiscales sur ce type de secteur peut poser des problèmes aussi politiques et on voit bien de mobilisation d'un certain nombre de métiers qui pourraient être impactés par ces changements-là parce que finalement, des transitions écologiques rapides, ce qu'il va falloir faire, va mettre sur le carreau un certain nombre de secteurs ou de personnes si elles ne sont pas aidées. Donc, il y a aussi une question du coût budgétaire si vous voulez compenser. Oui. Quoi. Avec cette idée, vous avez raison, d'acceptabilité sociale de cette transition climatique. On a senti un président qui a voulu concilier à la fois écologie et classe populaire. Oui, alors... En même temps, la question qui se pose, c'est est-ce qu'on peut verdir sans l'économie, sans pénaliser notamment les plus modestes, parce que le reste à charge, se payer une voiture électrique, ça coûte très cher, faire des travaux chez soi... La rénovation thermique des bâtiments. Le reste à charge est démentiel, je veux dire. Oui, c'est pour ça qu'on voit bien qu'il faut qu'il y ait un levier fort de l'État, mais ça veut dire aussi soit avoir des subventions importantes, des aides fiscales fortes. Ma prime est passée de 2,5 milliards dans le budget de l'État à 4 milliards. Il y a un effort. Il y a un effort. On parle de 7 milliards de budget supplémentaire sur la question il en faudrait 10 par an, m'a dit le patron de Saint-Gobain. Si on prend le rapport... alors, oui, sur la rénovation, si on prend le rapport Pisani-Ferry-Maffouz, hein,
parlait d'un investissement annuel de 66 milliards. Ouais, là, je parlais des rénovations thermiques des bâtiments. 66 milliards, dont moitié public, moitié privé. Donc la question du financement va être aussi importante, et de savoir si les montants qui sont mis sur la table vont être suffisants pour atteindre ces objectifs-là, qu'on voit sur la transformation, par exemple, du parc automobile, hein, sur est-ce que les aides, justement, à l'achat d'automobiles électriques ou le leasing vont fonctionner. Est-ce que le plan transport collectif, que ce soit le train, le ferroviaire, le RER ou le vélo, sera suffisant pour compenser tout ça? Est-ce que l'industrie, il y a une aide aujourd'hui qui va être mise sur les 50 plus grosses industries qui polluent, est-ce que ça sera suffisant pour réduire de 50% les émissions de CO2? Vous voyez, ça fait beaucoup d'éléments, et vous pouvez les prendre, c'est l'industrie, le bâtiment, l'agriculture, le transport. Sur chaque secteur, les leviers mis en avant, parce que des choses ont été annoncées. Alors rien de nouveau, mais quand même, la sortie du charbon d'ici 2027, produire 1 million de voitures électriques sur le sol français, cette filière 1 million aussi de pompes à chaleur, avec une filière en France. Ici. Augmenter la production aussi électrique, notamment avec le nucléaire et les énergies renouvelables. Enfin, on voit bien, il y a aussi toute la question de la biomasse. Est-ce qu'il y a un alignement, pardon, ça ma question, entre les mesures ou les annonces d'hier et les ambitions, à savoir, encore une fois, réduire de 55% nos émissions de gaz à effet de serre d'ici 2030 par rapport à 1990? Oui, il y a un alignement comptable. C'est-à-dire que ce qui est intéressant, c'est que quand même, il y a un effort qui est fait de décliner justement l'objectif climatique, c'est-à-dire de réduction des émissions de CO2, et de l'aligner secteur par secteur sur est-ce que c'est réaliste ou pas, et où est-ce qu'on peut faire le plus d'efforts. Donc finalement, il y a ce cahier qui existe, hein, une espèce, pas de cahier des charges, mais en tout cas un objectif qui est donné avec une liste, et après qui est décliné avec une cinquantaine de propositions assez concrètes. La question, c'est est-ce que ce sera suffisant pour réaliser ces objectifs? Est-ce qu'on va pouvoir réduire de 35% nos émissions de CO2 d'ici à 2030, seulement avec ces objectifs-là, sachant que beaucoup sont en haut de la fourchette, en fait. Il semblerait que beaucoup sont en haut de la fourchette. On le voit sur le parc automobile. Ça voudrait dire qu'une part importante de l'achat d'automobiles en 2030 soit sur de l'électrique. Il faut que ce soit de l'électrique en partie aussi fabriquée avec des batteries qui soient européennes. Donc il faut aussi qu'il y ait des productions qui suivent. Il faut qu'on ait une production électrique qui augmente aussi de façon importante. Il faut aussi des recharges qui soient disponibles. Donc c'est des plans d'investissement extrêmement importants. On parle de la captation du carbone aussi. Il y a un objectif très élevé sur la hausse de la captation du carbone. Mais ça veut dire qu'il faudrait planter à peu près 1 milliard d'arbres d'ici à 2030. Donc il y a un plan forêt qui est massif. Donc en fait, si vous alignez tout ça et si on l'atteint, effectivement, c'est possible. La question, c'est est-ce que les moyens sont suffisants? Est-ce que la gouvernance sera suffisamment dynamique pour arriver à ça? Les moyens sont suffisants, Mathieu. On nous parle de 7 milliards d'euros de plus pour le budget de la transition énergétique à rajouter l'année prochaine en termes de crédit. Alors, les montants semblent quand même assez conséquents, mais si on regarde par rapport au rapport qu'on a, hein, Pisani-Ferry-Mafou, ça semble assez en dessous. Après, ça passe par d'autres choses. Hein. Ça peut être par du financement privé, sur des aides particulières, mais sur les grosses choses, hein, dont vous avez parlé, par exemple, la question du bâtiment, la rénovation thermique des bâtiments, c'est un enjeu très fort. Alors là, on voit qu'on va exclure certains logements du résidentiel, hein, les G et puis les F, donc ça incite normalement la rénovation, mais se pose la question du reste à charge pour les ménages, sachant que changer une voiture et rénover son bâtiment. Alors je ne sais plus, il y avait un calcul qui avait été fait, mais c'est pratiquement une année de revenus en moyenne. Donc c'est des montants qui sont importants. La question c'est comment ces ménages-là peuvent le financer? Est-ce qu'ils vont avoir une aide? Et si oui, si on compense, il va falloir des compensations budgétaires. Et donc il y a une question aussi d'enjeu de finances publiques. Et s'agissant des efforts, encore une fois, à faire par les Français, par les entreprises, le fait de ne pas en parler, c'est pas aussi... On comprend la volonté de ne pas bousculer, de ne pas brusquer, de ne pas braquer, encore une fois, les Français, mais quand même. Si, je pense que oui, il faut en parler. Enfin, je crois que ces engagements-là peuvent être... il y a effectivement à la fois une révolution technologique qui est nécessaire, hein, et qui commence à se mettre en place, une révolution dans les comportements, et donc ça c'est la question effectivement de modifier nos comportements et la question de la sobriété, et puis une révolution dans les systèmes de production. Mais les trois doivent être connectés, c'est-à-dire que, y compris, il faut avoir en tête qu'à mon avis, il va falloir faire des efforts et certains sacrifices. C'est assez évident. Penser qu'on va vivre comme avant, voire mieux, tout en atteignant nos émissions, enfin nos objectifs sans sacrifice, ça paraît un peu
Tout ce pan-là n'a pas été abordé. Ou alors voilà, c'est comment? Alors est-ce que c'est juste par l'éducation? On va modifier nos modes de transport et on va dire on prend plus notre voiture mais plus les transports collectifs. Est-ce qu'on dit on va manger moins de viande parce que finalement c'est peut-être il y a un contenu carbone important dans le bœuf? Enfin voilà. Mais ça va pas se faire du jour au lendemain. Là, les objectifs, ils sont demain. C'est-à-dire que doit aller très très vite. C'est-à-dire qu'on doit baisser de 5% d'émissions de CO2 par an, ce qui ne s'est jamais... Chaque année. La seule année où on l'a fait, c'était l'année où il y a le Covid. Voilà. Donc il faudrait chaque année une année Covid. On n'a pas envie de vivre chaque année une année Covid. On a moins 8% de croissance. Voilà. La question, c'est de concilier ça avec notre objectif qui est quand même maintenir de la croissance, une augmentation des niveaux de vie. Les deux questions fondamentales aujourd'hui, les préoccupations, c'est le pouvoir d'achat, donc le niveau de vie, et la question écologique. C'est comment réconcilier fin du monde et fin du mois. On retrouve toujours ce même problème. Mais le nœud semble toujours... Le nœud est là. Le seul intérêt aujourd'hui, c'est qu'on commence à mettre les choses en route, en tout cas sur le papier, pour voir les objectifs qu'on doit atteindre et quels sont les leviers qu'on peut mobiliser. Maintenant, est-ce que ça se fera aussi facilement? Je ne crois pas. Il faudra malheureusement aller un peu plus dans le dur. Bon voilà, merci beaucoup. Explication signée Mathieu Plane, directeur adjoint du département Analyse et Prévision de l'OFCE. Merci Mathieu. Merci David.